Bonjour à vous tous et à vous toutes. Aujourd'hui, on va essayer d'étudier le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Il s'agit ici et maintenant de la phase augurale. Qu'est-ce que je veux dire par la phase augurale? Augurale? Il s'agit essentiellement de voir ensemble, par le moyen d'une légère lecture du paratexte, la biographie de Victor Hugo qu'on peut trouver sur différents supports, notamment Wikipédia. On va essayer de répondre ensemble à la question pourquoi Victor Hugo a-t-il écrit cette œuvre. Ensuite, on va élaborer ensemble une fiche de lecture relative à l'œuvre. Ensuite, on va découvrir ensemble les personnages clés et les personnages les plus cruels dans cette œuvre. Ensuite, on va découvrir ensemble les lieux. On commence avec la biographie de Victor Hugo. Victor Hugo est un écrivain, poète et dramaturge. Qu'est-ce qu'un dramaturge? Dramaturge, c'est celui qui écrit des pièces de théâtre. Donc, un dramaturge français, né en 1802 à Besançon et mort en 1885 à Paris. Parmi les métiers qu'il a exercés, on cite pair de France, député de Paris et sénateur. Oui, vous l'avez compris. Victor Hugo est aussi un homme politicien. Il a abordé tous les genres littéraires. Victor Hugo s'impose comme le porte-parole du romantisme aux côtés de Gérard de Nerval et de Gautier. Il a écrit des recueils de poèmes, dont les Châtiments, je veux dire. Ou bien même, il a écrit beaucoup de pièces de théâtre, comme Cromwell, ou bien Ruy Blas. Il a écrit aussi beaucoup de romans, dont Le dernier jour d'un condamné qui est publié en 1829, de façon anonyme. Ou bien même Notre-Dame de Paris, ou bien son plus célèbre roman, Les Misérables. Maintenant, pourquoi Victor Hugo a-t-il écrit cette œuvre? Victor Hugo rencontrait plusieurs fois le spectacle de la guillotine. Il s'est indigné de ce que la société se permet de faire de son froid, ce qu'elle reproche à l'accusé d'avoir fait. En d'autres termes, il n'appréciait pas le fait que la société tue un criminel pour avoir tué. Pour lui, c'est un crime qui n'a pas de sens. C'est au lendemain d'une traversée de la place de l'Hôtel de Ville, où le bourreau graissait la guillotine en prévision de l'exécution prévue le soir même, que Victor Hugo se lance dans l'écriture du dernier jour d'un condamné qu'il achève très rapidement. Oui, chaque matin, quand il allait à son travail, il rencontrait à la place de Grève l'échafaud où l'on préparait la guillotine. Vous pouvez imaginer à quel point c'est écœurant de voir la machine qui peut tuer une personne. En effet, il a fini d'écrire le livre très rapidement, vers février 1829. Maintenant, on va élaborer ensemble une fiche de lecture. Pour ce faire, on va se contenter de l'auteur, du titre et la date de publication, du siècle, du genre littéraire, de la forme narrative apparentée, à quoi ressemble l'œuvre. On va un peu détailler quelques arguments contre la peine de mort, la durée de 6 jours en prison, et enfin le dernier jour. Voilà, pour commencer, on va commencer avec l'auteur, c'est simple, il s'agit de Victor Hugo. Pour la date et le titre, la date de publication et le titre, il s'agit bien entendu du dernier jour d'un condamné qui est publié en 1829. Le siècle, il s'agit du 19e siècle. Le genre, il s'agit d'un roman à thèse. La forme narrative apparentée, c'est un récit à la première personne, assez proche, ou bien avec une ressemblance limitée au journal intime. Argument contre la peine de mort, Victor Hugo avance que Dieu donne la vie, donc c'est à lui seul qui peut la reprendre. On peut exécuter un innocent, certainement, puisque la justice a des défaillances et des défauts. La peine de mort n'a pas un caractère dissuasif, puisque certains criminels n'hésitent pas à tuer si nécessaire. Enfin, la durée de séjour en prison, le séjour dure environ 6 semaines. Le dernier jour du condamné, on le reconnaît à partir du chapitre 18. Le condamné écrit pour moins souffrir et donner une leçon au juge qui condamne. Maintenant pour la composition. Le livre comporte 3 parties, 3 lieux distincts, Bicêtre, la conciergerie et la mairie.
D'abord, Bicêtre. Nous avons les événements qui sont en relation avec ce lieu. C'est le procès, le ferrage des forçats et la chanson. La chanson en argot que nous aurons du mal à comprendre. La conciergerie, le voyage vers Paris, la rencontre avec la frioche, c'est la rencontre avec le geôlier qui nous demande des numéros pour jouer à la loterie. Enfin, nous avons l'hôtel de ville ou bien la mairie. C'est le voyage dans Paris, la toilette du condamné et le voyage vers la place de grève, l'échafaud. Le livre est composé de 49 chapitres et on va voir plus tard cette répartition, comment elle est faite. Pour les personnages, nous avons tout d'abord le condamné à mort. On ne sait pas quel crime il a commis, pourtant il n'est pas perçu comme un monstre. Il vit atrocement l'attente de son exécution. Marié et père d'une fille de 3 ans, il a une mère de 64 ans. Pourquoi, vous allez me dire, pourquoi on ne sait rien de ce condamné? C'est simple, parce que Victor Hugo voudrait nous faire croire que toute personne est passible d'une condamnation à mort. C'est pour nous toucher d'une façon plus profonde. Ensuite, nous avons les représentants de la société. Nous avons aussi bien les juges, les magistrats, les directeurs de la prison, le prêtre. Le tout représente la société. Pour eux, une exécution est une chose banale qui doit se dérouler dans les formes. Sa petite fille Marie, elle a 3 ans. Son père lui voue un amour absolu, mais elle ne reconnaît pas son père dans ce barbu qui l'embrasse. Son père n'est-il pas mort? Elle croit qu'il est mort. Là, nous avons sa femme, nous avons parlé de sa femme, qui est un personnage totalement marginalisé, probablement un oubli, symbolisant l'absence de droit à l'expression dont était victime la femme durant cette période. À méditer. Ensuite, nous avons sa mère qui est une mère, son secours à son fils, non seulement par son âge, mais aussi par certaines conventions sociales que nous ne pouvons pas étaler en ce moment-là. Nous avons aussi la foule. La foule, elle est à la fois compatissante et cruelle. Elle assiste à une exécution capitale, comme à un spectacle. Et là, la photo que vous voyez ici, elle représente la première et dernière exécution filmée durant les temps modernes, vers le début du XXe siècle. Maintenant, nous avons les personnages les plus cruels. Nous avons le président du jury. Il est décrit comme étant un personnage calme. Nous avons les jurés. Ils sont blêmes, abattus. Ils ont souvent envie de dormir. Nous avons un jeune assesseur. Ce jeune, il est décrit comme étant gay, ayant un entretien presque gay avec une jolie dame en chapeau rose. Nous avons son avocat, ici il y a une erreur, qui vient de déjeuner copieusement et de bon appétit. Nous avons l'huissier. C'est le personnage qui accompagne le condamné à la conciergerie. Il est préoccupé par la perte de son tabac que compatissant. Nous avons le directeur de la prison, gentil mais d'une manière intolérable, surtout quand il dit « pour aujourd'hui ». Maintenant dans les lieux, nous avons les grandes prisons de Paris, à savoir Bicêtre. Ce lieu occupe environ 29 pages dans l'heure. Ensuite, nous avons la conciergerie, à savoir le palais de justice. Quant à lui, il occupe 31 pages. L'hôtel de ville, ou bien la place de grève, uniquement 7 pages. Vous avez remarqué que nous avons une proportion qui n'est pas équitable entre les différents lieux. Il y a une raison toute simple à cela. Et voilà, c'est la question. Pourquoi la partie est si courte? C'est le fait que la partie soit 4 fois plus courte que les autres accroît la tension dramatique, créant une brusque accélération à l'image du couperet qui est prêt à tomber. Le couperet, c'est la lame qui tranche la tête du condamné. Bon, nous avons déjà parlé de ça. Maintenant, pour la prochaine séance, je vous invite, on va travailler ensemble la préface.
On va essayer de découvrir les résumés chapitre par chapitre. On va découvrir ensemble le schéma narratif et le schéma actentiel du récit. Nous allons aussi travailler dans une activité de lecture l'incipit de l'œuvre. Et merci pour votre attention.